Il a été vidé de l'intérieur. On a subi une grosse restructuration en 2010 avec la fermeture des urgences, qui a été, alors que contre l'avis des marins-pompiers, puisque les marins-pompiers à l'époque avaient, de par la spécificité de l'étendue de la ville de Marseille, plus de 20 km du nord au sud, c'est ce qui avait justifié, de par les marins-pompiers, de créer 3 secteurs d'urgence, nord, centre et sud. Donc on a fermé le secteur sud, autoritairement, pour regrouper provisoirement sur la Conception. Et ensuite, on a fermé les urgences de la Conception pour tout regroupe basculer sur la Timone, sans se soucier de ce que ça pouvait avoir comme impact vis-à-vis des populations. À l'époque, l'hôpital Sainte-Marguerite, c'était en équivalence, c'était le 2e CHU en termes d'activité de Marseille, juste derrière la Timone. Ça veut dire qu'il y avait tout là? On avait tous les plateaux techniques, on avait les urgences, on recevait principalement les urgences lourdes, SAMU, marins-pompiers. On avait 2 services de réa complets. On s'appelle les hôpitaux sud parce qu'on regroupe également l'hôpital Salvatore, où il y avait d'implanter le caisson hyperbare. Il y avait un service de réanimation aussi d'implanter au centre antipoison, avec le centre antipoison sur Salvatore. Donc on avait vraiment tous les plateaux techniques imaginables. On avait le département des maladies respiratoires, on avait l'ORL, on avait la chirurgie cardiaque, on avait les laboratoires. Derrière, tu vois, les 2 bâtiments qui sont juste là, ouais. Ce sont les 2 laboratoires qui sont entièrement fermés. La structure est vide. Donc ça représente quand même en superficie quelques mètres carrés d'inoccupés, alors qu'on a le bâtiment et que ça pourrait être opérationnel. Mais il y a eu une volonté de fermer les laboratoires et de regrouper par souci d'économie. Et c'est un secteur qui est en pleine expansion, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent s'y installer. Donc il y a à la fois une population vieillissante d'un côté, mais en même temps pas mal de jeunes qui viennent s'implanter. Et c'est un secteur en pleine expansion démographique. Et malgré ça, on est en train d'appauvrir le seul établissement public qui reste face aux structures privées sur tout un secteur comme le nôtre. Oui, parce qu'en fait, parallèlement à l'appauvrissement de l'offre de soins publics sur les quartiers sud, on a vu fleurir une quantité d'hôpitaux privés, quoi. Exactement. D'ailleurs, on a été le premier établissement public qu'on a autorisé sur le foncier l'implantation de 2 établissements privés, dont l'actionnaire majoritaire est le Muselier. Donc on l'a autorisé, il n'y a pas de hasard. Ça s'est fait avec la complicité du président du conseil de surveillance de l'époque, qui était Gaudin. Prêté pour un rendu? Je pense. Mais il fait quoi là-bas, là-bas? C'est quoi C'est soins de suite réadaptation, mais il vient concurrencer directement la structure aussi publique, qu'est l'UGCAM, qui est une structure issue de la sécurité sociale, qui lui, c'est un centre de réadaptation fonctionnelle public, mais il s'est implanté pour prendre des personnes beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire qui viennent faire de la rééducation après avoir subi une intervention, notamment une intervention du genou et des choses comme ça. Et donc, lui, il s'accapare des personnes beaucoup plus jeunes. Et l'UGCAM, on y transfère des personnes victimes d'AVC, des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus lourds à rééduquer. Donc on les envoie sur l'UGCAM. Donc en fait, une déstructuration complète de ces hôpitaux sud, il reste quoi aujourd'hui? Par rapport à ce qu'il y avait, on va déjà faire le tour de ce qu'il y avait réellement. Il y avait quand même la chirurgie cardiaque. Il y avait ensuite, on a dépouillé la chirurgie cardiaque. Il nous est resté que la chirurgie thoracique. Et ensuite, quand on a fermé la chirurgie thoracique, on y a implanté un service de gériatrie complet. Et en même temps, après, on y a implanté le service de rééducation du professeur Delarc, qui fait la rééducation. Mais en même temps, ce service du professeur Delarc, maintenant, et la médecine du sport sont concurrencés par une antenne qu'on a ouvert là où il y avait les anciennes réa, une structure privée, gérée par Muselier aussi, qui vient concurrencer la médecine du sport et ses structures. Donc on continue de mettre à l'intérieur du public des structures privées qui viennent en même temps continuer à affaiblir l'offre publique. Là, actuellement, il nous reste sur le secteur de radio, on a un des plateaux techniques de radio les plus performants. On a l'IRM à champ ouvert, il n'y en a que 2 en France, donc, dont un chez nous.
Donc on est très très bien doté, mais la radio vient aussi en complément de pas mal de structures privées, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat. La radio, il y a pas mal de gens du secteur privé qui viennent en extérieur, donc eux ils sont pas trop gênés. C'est un secteur que, quoi qu'il advienne, même si tu n'as plus d'hospitalisation, il peut continuer de travailler en collaboration avec le privé. Par contre, on a l'Location Hyperbar qui pendant un temps a été menacée. Il nous reste la médecine gériatrique, il nous reste ensuite La pharmacie. La pharmacie qui est menacée, parce que la pharmacie est menacée à partir de 2022, puisqu'ils veulent, il y a un projet de la fermer, alors que nous on revendique un pôle public du médicament et un partenariat avec le secteur recherche, mais dans le domaine public. On me disait tout à l'heure là, on parlait tout à l'heure des labos qui avaient fermé. On disait qu'en gros, aujourd'hui, sur les patients là, qui ont les problèmes respiratoires, oui. Qu'avant, on pouvait le faire directement et on avait une lecture immédiate. Là, maintenant, c'est fait, c'est transféré, ou alors on transfère le patient. S'il y a nécessité, on préfère transférer les patients. Ouais, c'est ça en fait. Donc, on peut plus garder quoi. Donc, du coup, c'est des pompiers qui viennent chercher quand il y a un problème en urgence, alors que ça reviendrait moins cher d'avoir des équipes à demeure et de faire le travail sur place. Oui, et puis les pompiers ont autre chose à faire. Et les pompiers ont autre chose à faire, donc pour vocation à venir récupérer des gens en structure hospitalière quand il y a un souci. La psychiatrie est en grande difficulté. Il y a un an, il est venu le contrôleur des lieux de privation de liberté pour faire un peu la visite des locaux du pôle psychiatrique. Et il a été décidé de fermer Cassiopée. Enfin, il n'était pas question de fermer Cassiopée pour le contrôleur, mais plutôt une remise en état parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. La direction en a profité pour entamer un projet de restructuration et se calquer sur la conception, c'est-à-dire de fermer Cassiopée au détriment des usagers, des malades qui sont en crise aiguë, pour mettre des chambres d'isolement dans des secteurs ouverts, c'est-à-dire mettre des chambres sécurisées dans des secteurs qui ne sont pas forcément sécurisés, qui ne sont pas forcément fermés. Donc ce projet de restructuration, il a commencé. Il a été commencé sans représentation des lieux d'instance, c'est-à-dire sans CHSCT. Nous avons actuellement 2 unités fermées complètement, c'est-à-dire l'unité Centaure et l'unité Andromède, avec une perte de 48 lits. Ces unités, elles servaient à quoi ? C'était des unités ouvertes avec 20 lits pour les patients. C'était pas une unité fermée. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, il y a une file d'attente aux urgences qui est non négligeable, qui est très longue. Donc ce projet de restructuration, il impacte aussi le personnel parce que ces chambres d'isolement vont être dans des secteurs ouverts où les personnels ne sont pas forcément formés à la prise en charge de patients en phase aiguë, de fonctionnement de chambres d'isolement. Il y a les aides-soignants qui ont été convoqués la veille de Noël pour partir de leur poste parce que vu qu'ils se calquent sur le projet de la conception où il n'y a pas d'aide-soignants, les aides-soignants de Sainte-Marguerite sont priés de partir après 25 ans parfois de bons et loyaux services et qualifiés en psychiatrie. Alors ils disent qu'ils vont embaucher des infirmiers, mais d'un coup 30 infirmiers à embaucher, ça paraît compliqué. Voilà, il y a la prime de risque qui ne va pas forcément être mise en place vu qu'on va quand même en service ouvert. Moi, je travaille en service ouvert, je travaille pas sur Cassiopée. Donc, les chambres d'isolement qui vont avoir lieu, ça va être des patients parfois détenus, des Baumettes ou d'autres prisons de la région. Et si vous voulez, la direction, enfin l'établissement reçoit des primes de l'État, des primes, on va dire, pas des primes de risque, mais des primes pour ce genre de détenus. Et cette prime-là ne va pas être mise en place pour des chambres d'isolement secteur ouvert. Elle va aller où ? Je ne sais pas. Elle va aller dans d'autres budgets. Voilà. La psychiatrie, c'est le parent pauvre déjà de la médecine, même de manière nationale. C'est une spécialité qui est dépourvue de budget, qui a longtemps été stigmatisée, même par les autres branches de la médecine et aussi par la population. Sauf que là, on se retrouve dans un contexte de pandémie mondiale où il n'y a pas que le somatique qui est pris en compte, il y a aussi les risques les troubles psychosociaux, les troubles psychiatriques, psychologiques. Il y a un impact énorme avec cette crise-là. Les patients ou les gens se retrouvent avec de l'anxiété généralisée, avec un isolement social, avec parfois des ruptures de traitement. Donc on se retrouve dans une vague, on va dire aussi psychiatrique. Et le problème, c'est que si on casse aussi la psychiatrie,
casse aussi, on ne permet pas à ces gens-là, à ces personnes-là, à ces patients-là d'être pris en charge, d'être pris en compte aussi. C'est un service fermé en fait, c'est en gros un service d'urgence pour la psychiatrie, quoi, où on avait 11 CI, 11 chambres d'isolement, et on recevait plutôt des patients qui sont en rupture de traitement, en crise plus ou moins, quoi, qui ne pouvaient pas rester dans les services ouverts, et donc c'est pour ça que je dis que c'était une sorte de service d'urgence psychiatrique, quoi. Et ce service d'urgence est menacé ? Oui, ils vont le fermer suite à la visite du contrôleur des libertés qui est venu, qui a fait des visites sur Sainte-Marguerite, sur Solaris, et il a dit que le service n'était plus aux normes. Bon, il y a des choses, je veux bien comprendre, que c'est pas très gai comme endroit, tout ça et tout, mais plus aux normes, mais ça veut pas dire fermeture, quoi. Et du coup, la direction ferme ce service. Alors, peut-être c'est pour le bien des patients d'après eux, mais moi je pense pas, quoi. Pourquoi ? Ils comptent créer dans les services ouverts, mettre 2 chambres d'isolement. Donc dans ces 2 chambres d'isolement, le personnel des services ouverts n'est pas trop encore bien formé pour recevoir ces patients. Et ensuite, dans le service Cassiopée, qui était un service fermé, il y avait quand même un jardin, on pouvait déambuler dans les couloirs, être avec les aides-soignants, hein. Nous on était tout le temps auprès d'eux, dès qu'il y a un truc qui va pas, on est là à leur écoute. Les infirmiers aussi, mais un peu moins, ils ont quand même un peu plus de travail, on va dire, au niveau de la paperasse, des traitements, de discussions avec les médecins, que nous, aides-soignants, on était toujours sur place. Parce qu'en fait, quand on dit enfermement, en fait, les patients, dans le cadre de la loi, ils peuvent être enfermés que 12 heures, simultanées, quoi. Ouais. Et après, ils doivent sortir. Si demain, il y a une chambre d'isolement dans un milieu ouvert, à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Ben, ça va être compliqué parce que c'est des services quand même ouverts. Donc, la personne, ils vont le sortir au bout de 12 heures, mais il faut vraiment le coller à ses basques, l'empêcher de s'enfuir. C'est quand même compliqué, quoi. Ouais. C'est quand même compliqué, alors que notre service, il n'y avait pas ce risque-là. Et surtout, il restait pas 12 heures enfermé. C'est quasiment jamais enfermé, à part qu'il y ait vraiment une grosse crise d'agitation ou quoi, mais quasiment jamais enfermé. Et donc, on avait quand même un beau jardin dans le service, de l'accès à un peu de lecture, le sac de frappe. Enfin, oui, c'est sûr qu'il manque c'est sûr que c'est pas un centre de vacances, quoi. Ouais, il faut le rénover, quoi, c'est tout. Ouais, voilà. Mettre des moyens, quoi. C'est tout. Voilà. Parce que, mine de rien, 11 chambres d'isolement. Demain, il y en a 2 en milieu ouvert, mais 9 autres, elles sont où ? Ben, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y avait 11 chambres d'isolement. Là, il va y avoir, ça va faire 2, 4, 6, 8. Ouais, il y aura 3 chambres à moins d'isolement sur, C'est beaucoup, quand même. Ouais. Bah oui. Sur une ville comme les quartiers sud à Marseille, ça fait beaucoup, hein. D'autant que les patients que vous recevez, ils sont un peu compliqués, parfois. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'on recevait aussi les D398, c'était des patients des Baumettes, et ces patients-là, apparemment, ne vont plus venir sur Sainte-Marguerite, sur Solaris, vu que Cassiopée ferme. Mais j'ai un gros doute qu'ils aillent pas dans les CI, dans les services ouverts, et alors eux, par contre, ce sera pas 12 heures, quoi. À mon avis, ils sortiront pas du tout de la chambre, ce qui est complètement inhumain, quoi. C'est ça le problème qui se pose. Qu'est-ce que se poser ? On est en train de revenir 30 ans en arrière. C'est ça, on ferme notre service parce que soi-disant c'est un service pas adapté, plus ou moins inhumain pour l'enfermement, tout ça. Et pour rouvrir des chambres d'isolement dans des services ouverts, je mets ma main à couper, ils sortiront pas. Alors là, les détenus qui arriveront là, ils sortiront pas. Il y a qu'à, je pense, aller voir maintenant comment ça se passe. Il y a un service qui a déjà ouvert avec 2 chambres d'isolement et apparemment c'est la panique, hein. C'est une des plus grandes crèches de l'AP-HM et je pense même d'Europe. Nous avons environ 120 enfants.
Alors au début, cette crèche a été créée comment? Pourquoi? Elle a été créée pour le personnel hospitalier, c'était géré à l'époque par l'hôpital. Donc il n'y avait que du personnel qui mettait leurs enfants. Et c'était pour qu'ils puissent avoir les horaires élargis, les week-ends, ouverts les week-ends pour pallier aux problèmes des parents pendant leur travail, quoi. C'est une superbe idée en fait. Ah ben bien sûr, bien sûr. Quand on n'a pas des horaires normaux, quand on est obligé de travailler le week-end, quand on est obligé de travailler aussi en cas de problème de plan blanc, il faut avoir une structure pour accueillir les enfants du personnel. Alors aujourd'hui, cette crèche, elle a évolué. Elle a évolué, malheureusement pas dans le bon sens, puisque maintenant nous sommes gérés par la CAF, qui fait en sorte que on ouvre le moins possible pour économiser le personnel. Donc les crèches sont maintenant fermées le week-end, les jours fériés. Donc on a gardé spécialement les horaires un peu hospitaliers, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir de 6h jusqu'à 21h. Tous les week-ends, tous les jours fériés, les parents sont obligés de se débrouiller, et particulièrement en cas de pandémie, où les parents travaillent beaucoup actuellement, et où on ne peut pas recevoir leurs enfants, et même la fratrie, parce que manque de personnel. On n'a pas les moyens de garder les enfants en toute sécurité. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, cette crèche maintenant qui est gérée par la CAF, je présume qu'elle est ouverte aussi à des personnels, enfin à des parents extérieurs. Voilà, maintenant elle est ouverte aussi aux extérieurs, ce qui fait que quand la crèche est malheureusement pleine, le personnel hospitalier se voit refuser des places en crèche. On est remplacé maintenant par les CAP petite enfance, donc qui n'ont pas les mêmes aptitudes. Bon, on leur donne la possibilité, mais je suis désolée, une auxiliaire de puériculture est spécialisée pour les enfants de moins de 3 ans. Et on est habilité nous-mêmes, quand on était crèche hospitalière, à garder les enfants du personnel même malades, puisque on a été à l'école pour cela. Et donc maintenant, on refuse les enfants malades, et malheureusement, on prend du personnel qui n'est pas spécialisé et qui est moins bien payé, tout ça pour faire des bénéfices, pour la CAF. Des gains voilà. Mais en même temps, il y a votre statut aussi qui a un peu bougé, vous, par rapport à ça. Oui, le fait de changer. Oui, nous, les auxiliaires en crèche, ne sommes plus considérés comme personnel actif. Nous sommes passés en passif, c'est-à-dire qu'on a le droit d'ouvrir nos droits à la retraite à 62 ans et avoir vraiment la retraite normalement à 67 ans. Donc vous voyez des personnes de cet âge-là auprès de tout petits enfants, voire 8 enfants pour une seule personne, donc vous voyez ce que ça peut donner. Parce que si vous avez été actif, vous pouviez partir à la retraite à 60 ans. À 55 ans. C'est triste tout ça. C'est bien triste parce qu'il faut une qualité de soins. On n'a pas des boîtes de conserve, c'est l'humain. On nous apprend à travailler mal, à travailler rapidement, avec très peu de moyens. C'est pas ça l'avenir de l'homme, hein. C'est pas ça l'humain. Moi personnellement, je vais faire mes 62 ans. Je m'en vais de l'hôpital. Je suis écœurée de cette façon dont on nous demande de garder les enfants. C'est pas du bétail. Donc moi, ça m'est très difficile. Je m'en vais sans regret. Et à la fois, j'ai aimé mon métier. Et je garde mes idées. Mais bon, c'est triste. C'est vraiment très triste. J'ai fait 43 ans ce métier et je m'en vais sur des... C'est pas ça. Mon devoir n'était pas de laisser mon travail dans ces conditions. C'était de l'élever et au contraire, là, on me demande de baisser la qualité de travail, non.
c'est parce qu'on est dans un gouvernement libéral, qu'on a des directives par la direction aussi libérale, faire des économies de partout. Comme je vous disais, on n'emploie plus des femmes de ménage, des ASH qui étaient qualifiées, qui étaient au niveau du statut, qui étaient agents de la PHM, mais des entreprises privées dans un hôpital aussi public. C'est-à-dire que nous, l'entreprise de ménage, c'est des entreprises privées qui viennent faire le ménage. Donc on met des entreprises privées partout et on casse l'hôpital public. Et Sainte-Marguerite en est la preuve même, un hôpital public pour une population aussi grande. On le casse au profit d'entreprises privées, d'EHPAD privés, de services privés. Voilà. Je m'en vais, mais je suis triste. Je suis triste de laisser cet hôpital. Je suis triste de le voir comme il est actuellement. C'est un hôpital fantôme. Alors qu'il suffit de faire un nettoyage dans les chambres, il y a des places pour tout le monde. Tous les malades qui sont serrés à la timone dans les chambres, qui sont toutes déglinguées, qui prennent l'eau, qui n'ont pas de toilette, alors qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ben on va le laisser à qui? À quoi? On ne sait pas. Voilà. Mais c'est vrai que les moyens et les conditions de travail se dégradent d'année en année. On a vu avec la crise qu'on a été dans des conditions déplorables à la première vague. Il y a nos collègues parfois, on a eu la chance un peu en psychiatrie de ne pas devoir subir ça, mais qui travaillaient dans notre service, même à Sainte-Marguerite, sans masque, sans protection. Il y a eu du personnel soignant qui a été le premier touché, avec d'autres personnels qui restaient les premiers de cordée, comme disait Macron. Mais voilà, donc la foi on la garde parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime les gens et on se bat justement pour retrouver des services publics qui fonctionnent, pour retrouver des fonctionnements humains et aider les gens le plus dignement possible, vu qu'ils sont ni soutenus par l'État ni par la direction, qui cassent un peu plus chaque jour le bon fonctionnement qu'il y avait avant, quoi. Est-ce que ce métier est toujours aussi intéressant alors? De moins en moins, je crois. De moins en moins, vu comme on est traité. Mais oui, après le métier, il change quand même pas trop. Les patients, c'est toujours les mêmes. Donc oui, c'est toujours intéressant. C'est juste la façon dont on traite le personnel et même comment on traite les patients qui est de moins en moins intéressant et triste même. Mais sinon, oui, le métier reste quand même le même, et reste toujours intéressant, qu'on peut rapporter un peu de réconfort et d'aide, et que le patient, quand il va mieux, il nous reconnaît, tout ça et tout, ça fait du bien au patient, et tu te fais du bien à toi-même aussi, puisque tu fais un métier où tu aides quelqu'un, et tu te fais du bien à toi-même en aidant quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que je vois le métier d'aide-soignant. Ah, pour moi, oui, c'est un vrai gâchis parce que quand on voit tout ce qu'on était capable de faire et comment on tournait par rapport à la population, et quand on voit qu'on est en train de continuer de vouloir offrir des pans entiers au secteur privé, oui, pour moi, c'est un vrai gâchis. Orchestré par au niveau politique, parce qu'on crée la situation d'appauvrir le fonctionnement hospitalier pour créer la condition que, à un moment donné, vous êtes tellement endetté, on vous dit, écoutez, vous n'êtes pas rentable, donc faut vous restructurer. Vous avez besoin de vous moderniser, on peut vous donner un peu d'argent, mais en échange, il faut supprimer l'équivalent de 1000 lits. Donc à chaque fois, l'État fait le marchand de tapis. Suppression de personnel, alors qu'on va bien à l'heure actuelle, en pleine pandémie, on manque cruellement de bras, on manque de lits d'aval. Donc on voit bien qu'on est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Si on avait le personnel, on maintenait déjà le personnel et qu'on continuait de développer, on répondrait mieux à la capacité de la problématique de la pandémie à l'heure actuelle. D'autant que presque on a appris aussi ici qu'il y avait une structure de réanimation qui était prête à fonctionner. Tout à fait, on a une structure, il suffit de réarmer, les lits sont fonctionnels, il suffit de réarmer, d'avoir la volonté de prendre le personnel et d'offrir une qualité de travail digne de ce nom. Et puis, dernière chose, effectivement, là, on est sur le carré historique. C'est cela. De Sainte-Marguerite. Et c'est ici qu'effectivement, il y a un appétit financier énorme. Là, il y a un appétit financier énorme sur le carré historique, puisque c'est ici qu'ils veulent racheter tout le bâti d'ensemble de ce carré. Ça impactera
la direction qui était venue se reloger là. Ça impactera la médecine du travail, ça impactera le service de centre antipoison, ça impactera pas mal de choses au niveau de l'addictologie, ça impactera l'ensemble de toute l'activité ici, pour y implanter des start-up privées. Alors que nous on dit, on a un projet hôte pour cet établissement et on peut le porter et faire en sorte que ça réponde aux besoins de la population. Nous, le personnel soignant, on a envie de dire, donnez-nous la possibilité de bien soigner, d'être là et de faire bien notre travail. Voilà. Sainte-Marguerite sacrifiée au profit du privé, au profit de l'immobilier, au profit de la finance. On va le faire court, en gros c'est ça. Malgré tout, un comité citoyen s'est monté, dont la CGT fait partie, parce que vous êtes force aussi de proposition. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas laisser faire. On va pas laisser faire, on va se battre jusqu'au bout. C'est-à-dire que on a un comité de soutien qui regroupe plusieurs partis politiques, plusieurs associations et la CGT la CGT en syndicat, où on propose des solutions. Enfin, on demande un projet alternatif contre justement toute cette entreprise de casse du service public. Nos revendications, c'est le retour des urgences et de la réanimation en pleine crise, en pleine pandémie mondiale. C'est quand même fou de laisser un hôpital public alors qu'on a la place, alors qu'on a les lits, alors qu'on a le matériel, sans service d'urgence et sans service de réanimation. C'est la création d'un centre médical de santé en lien avec l'hôpital qui serait sectorisé et subventionné secteur 1, donc sans frais, sans avance, etc. Avec tout ce que ça comprend, laboratoire, service d'imagerie, planning familial, pour répondre aussi à la population vieillissante et aussi aux étudiants, parce qu'on a près de 10 000 étudiants dans les quartiers sud avec le campus de Lumini. C'est la création d'un pôle public du médicament, c'est la création d'un EHPAD public, parce qu'on est entouré d'EHPAD privés et on peut plus dignement gérer nos personnes âgées. C'est également d'arrêter la création d'entreprises privées, de cliniques privées au détriment du service public. C'est un magnifique projet, c'est un projet qu'on va porter jusqu'au bout avec la CGT et avec ses partis politiques et ses associations pour qu'il soit pris en compte et pour qu'il soit porté jusqu'au bout. C'est aussi le fait qu'il faut qu'il soit entendu par le plus grand nombre de personnes, par le plus grand nombre même d'usagers, parce que c'est aussi pour les usagers qu'on fait ce projet-là, que c'est les premiers concernés, parce que on est quand même une population qui équivaut à un département. Donc c'est un beau projet, on va le porter jusqu'au bout et on essaye que ça va porter ses fruits.